Bonjour, Janie. Bonjour, Ah, comment allez-vous? ça va et vous? Oui, ça va très bien. Ah, Alors, ok. vous venez à ma rencontre, je vous remercie. Non, pas de souci, c'est une personne qui m'a parlé de ce live. Moi, j'aimerais parler en tant que personne qui je viens juste de finir mes études, parce que j'ai tout juste 25 ans et je voulais juste parler bah, voilà, des différents, de mon parcours à moi, des différents parcours qu'il existe aujourd'hui et surtout comment dire, quelques astuces que parfois, quand on connaît pas le système français, on les connaît pas forcément de l'extérieur, c'est souvent les profs qui les connaissent ou bien les autres communautés, mais nous, on les connaît pas. Donc Je te voilà. remercie, hein. Vas-y, nous t'écoutons. Donc moi, comme j'ai dit, je viens juste de finir mes études. J'ai donc un bac plus 5 dans une grande école de commerce qui a fait suite à 2 années de prépa. Donc c'est une école de commerce post-classe préparatoire. Donc, pendant que au lycée, quand les bacs S existaient encore, aujourd'hui, c'est plus le cas depuis quelques années. Mais j'ai fait un bac scientifique, donc à majorité scientifique. Ensuite, je suis allée dans une classe préparatoire aux grandes écoles pour les écoles de commerce. Et ensuite, je suis entrée dans une école de commerce. Euh, Aujourd'hui, donc, je suis consultante en stratégie. Donc, je ne sais pas si ce terme indique à beaucoup de gens, dit à beaucoup de gens, mais je pourrais l'expliquer plus tard. Et voilà, j'ai une situation qui est très stable avec un très très bon salaire. Je suis très contente d'avoir fait ces études-là, qui n'étaient pas forcément très faciles, mais qui étaient très intéressantes. D'accord, Ma- mais oui, est-ce que vous pouvez commencer par nous dire comment vous avez été orienté à partir du lycée, surtout à partir ouais, de la seconde? ok. Donc moi, j'ai intégré une seconde générale, comme je pense beaucoup d'enfants, suite à la troisième. Euh, voilà, enfin, pour des détails de mon parcours, moi j'ai fait une classe européenne, j'ai fait anglais-allemand, voilà. Et à partir de la seconde, donc j'ai choisi personnellement de m'orienter vers un bac scientifique pour plusieurs raisons. Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire plus tard. Donc le bac scientifique, quand on a des bonnes notes, c'est un petit peu le bac par défaut. Je pense qu'aujourd'hui on parle plus des bacs à majeure sciences, je crois, hein, je sais plus trop comment est-ce qu'on appelle ça. Et à partir de là, donc j'ai fait 2 années de bac scientifique et ensuite, encore une fois, comme les enfants qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire, je suis rentrée dans une classe préparatoire aux grandes écoles. Donc voilà, qui ont des bonnes notes, qui savent pas trop quelle orientation prendre. Voilà, classe préparatoire pour pouvoir accéder à ces grandes écoles-là dont on parle souvent. Alors, Moi, oui. si je vous entends bien, en classe, la classe préparatoire est générale et c'est à partir de là qu'on peut choisir une orientation, c'est ça? Alors non, pas du tout, pas du tout. En fait, quand on rentre en classe préparatoire, il y a différents types. Donc les classes préparatoires pour rentrer en école de commerce, les classes préparatoires pour entrer en école d'ingénieur, et les classes préparatoires pour entrer en école de vétérinaire. Donc moi, j'ai et ces trois types d'écoles préparatoires. Bien sûr, il y a des sous-catégories hein, dans ces trois grands types. Mais moi, personnellement, je vais pas aller dans le détail. Moi, je suis allée dans une classe préparatoire pour entrer dans les écoles de commerce. Donc, il faut choisir dès le début. On peut pas faire une classe préparatoire pour aller dans les écoles de commerce et ensuite aller dans une école d'ingénieur. C'est pas la passerelle est pas vraiment faisable et elle est pas très facile à faire. J'ai oublié un dernier type de classe préparatoire, c'est aussi pour entrer dans les écoles de type Sciences Po. Donc, c'est les écoles plus littéraires ou bien dans les cursus de droit. Donc, voilà, il y a aussi ce type de classe préparatoire. Donc, il y en a 4 en tout. Et on choisit dès la terminale avec Parcoursup, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça aujourd'hui, je ne sais plus, dans quel type de classe préparatoire on veut rentrer. D'accord. Mais quand j'écoute votre voix, vous me semblez être une Africaine vivant en France. Parce que C'est là, ça, d'accord. c'est ça. Et en tant qu'Africaine, est-ce que vous avez connu des difficultés dans vos études au lycée, par exemple? Alors moi, je suis née, j'ai grandi en France. Donc peut-être que mon parcours sera un petit peu différent de ceux qui sont arrivés un peu plus tard, soit au collège, soit au lycée. Moi, personnellement, j'ai pas forcément connu de difficultés, sachant que moi, je viens de la province, hein, j'ai pas du tout fait d'école en région parisienne. Donc, je viens de la province et j'ai pas du tout subi de difficultés dans mon parcours, si ce n'est l'information. Donc ça, c'est quelque chose, moi, mes parents, malheureusement, ne savaient pas vraiment tout du système français. Donc, il a fallu moi-même essayer de chercher où aller, Mhm. les bonnes filières
pour pouvoir ensuite m'orienter bien pour pouvoir avoir accès au métier, du moins à la position que j'ai actuellement. Donc, c'est vraiment une histoire d'information. Les parents aujourd'hui ne connaissent pas vraiment, nos parents qui n'ont pas grandi en France ne connaissent pas vraiment les astuces ou bien les différents types de filières ou les différents types de débouchés qu'il y a aujourd'hui. Mais comment vous avez fait pour avoir cette information? Vous avez été où? Alors, ce qui est assez intéressant, je vais dire quelque chose qui peut paraître un petit peu présomptueux, j'en suis sincèrement désolée. Mais au départ, disons que quand on a des bonnes notes, généralement dans l'école, dans le système français, ils poussent les élèves qui ont des bonnes notes. Ce qui fait qu'en fait, ils donnent l'information aux élèves qui ont des bonnes notes. Donc moi, j'ai fait une classe, un bac scientifique, donc une classe deux années de S. Et dans ces 2 années de S, généralement, ils mettent en avant, que ce soit les professeurs, ou bien les conseillers d'orientation mettent en avant les très bonnes filières pour les enfants qui ont des bonnes notes. En fait, ça peut se passer bien entendu dans les classes ES ou S ou L. Encore une fois, on les appelle plus comme ça aujourd'hui, mais voilà. C'est-à-dire, vous voulez dire qu'en pleine classe S, par exemple, en terminale S, le professeur est venu devant tous les élèves et il vous a délivré l'information, ou alors c'est de façon individuelle? C'est ça, il nous délivre l'information. Donc, généralement, voilà, il nous présente plusieurs parcours. Donc, généralement, les gens qui font des bacs à majeur scientifique, c'est plus pour des métiers d'ingénieur, d'informaticien, de médecin, ou bien de cadre d'entreprise, ce genre de choses-là. Donc, ils vont nous délivrer la bonne information pour que nous ensuite, on puisse s'orienter vers ces filières-là. Donc, l'information, en fait, elle est à disposition. Après, ils nous encouragent aussi beaucoup à rechercher de nous-mêmes. On a des activités, parfois on allait à la bibliothèque de l'école pour aller rechercher des filières qui nous intéressaient. C'était quelque chose qui était très, très, très mis en avant. Pouvoir donner à l'enfant les clés pour pouvoir faire son choix. Et bien entendu, ensuite, il y a les amis, qu'on parle entre amis et entre parents d'amis, et les informations passent aussi de façon informelle comme ça. Ah, d'accord, ok. Donc, aujourd'hui, vous avez fini vos études. Vous avez dit que vous avez 25 ans. C'est ça. Ça fait combien de temps que vous avez fini vos études? Alors, moi, j'ai eu mon master en 2020. Donc là, ça fait 2 ans tout pile que j'ai fini mes études. Donc, à 23 ans. C'est ça. Vous avez été précoce, hein, et très intelligente. Bah, vous savez quoi? Pas du tout. Parce qu'en réalité, j'ai juste de la maternelle au master, j'ai redoublé aucune classe. Donc, j'étais parfaitement j'ai jamais redoublé ni quoi que ce soit, ni jamais passé de classe. Donc, finalement, j'étais parfaitement dans les temps pour finir mon master. Donc, j'ai été une élève assez, voilà, très linéaire dans mon parcours. D'accord. Et est-ce que vous-même, comment vous avez construit votre parcours? C'est-à-dire, est-ce que vous avez eu un parcours dans la tête? Vous vous êtes dit, donc à partir de la seconde, je vais aller en terminale S, ensuite j'irai. Vous avez dit que vous avez fait une école de commerce, ensuite quoi? Comment vous avez fait pour évoluer comme ça? Comment vous avez construit votre parcours? Il y a 2 choses. Personnellement, moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours poussée à l'école, donc qui ont toujours m'ont toujours tiré vers l'excellence. Donc, le prérequis, c'est toujours, bien entendu, de faire du maximum qu'on peut à l'école. Ça ne veut pas forcément dire d'avoir toujours des 18 de moyenne tous les jours, mais de pouvoir se donner au maximum pour pouvoir avoir des bonnes notes et ensuite passer dans les dans les bons créneaux. Donc, il faut savoir qu'en France, bon, c'est pire dans certains pays, mais en France, les entre grosses guillemets mauvais élèves sont détectés assez rapidement. Donc, à partir de la 5e, on peut proposer à votre enfant d'aller dans une filière professionnalisante. Donc voilà, il faut faire assez attention à ça. Donc, toujours essayer de garder l'enfant dans des filières ou bien dans des fourchettes de notes, de résultats qui sont quand même assez satisfaisants. Donc, à partir du moment où on a des bons résultats, généralement, on est bien poussé par les parents, par les professeurs, et on rentre dans une espèce de tunnel. Voilà, bac général, que ce soit scientifique, que ce soit littéraire, que ce soit économique, et ensuite dans des très bons cursus post-bac. Donc, le prérequis, c'est vraiment pouvoir avoir des bonnes notes pour avoir accédé au bon type de filière en fonction, bien entendu, de ce qu'on veut faire, de ce que l'enfant veut faire. Hein. Moi, je ne savais pas trop dès le départ. Disons que mon projet c'est vraiment matérialisé au lycée. Donc, quand j'ai vraiment compris les différents enjeux, différentes débouchés. D'accord. Vous nous dites que ça commence très tôt, hein, 5e, vous dites. Est-ce que vous encouragez donc le système des répétiteurs?
pour l'enfant très tôt? Honnêtement, moi, personnellement, je l'encourage de plus en plus. Alors, bon, encore une fois, moi, je suis entre guillemets encore un peu jeune, donc on va dire que je connais encore à peu près l'école, comment ça fonctionne, mais j'ai l'impression qu'il y a aujourd'hui en France, il y a un petit nivellement par le bas qui fait qu'en fait, on peut très vite perdre des enfants qui sont plus forcément intéressés par l'école, mais qui vont totalement se désintéresser de ce qu'on leur apprend. Donc, quand on voit qu'un enfant commence à décrocher, bah, je pense que la première chose à faire, c'est d'avoir un répétiteur. Moi, j'en ai pas beaucoup eu. Je crois que j'en ai peut-être eu un ou deux, mais je suis pas sûre. Mais je pense que c'est très important d'avoir des répétiteurs pour pouvoir faire avancer l'enfant au-delà même parfois des attentes de l'école parce que parfois bah, faire avancer 30 ou 35 élèves dans une classe, ça peut être compliqué. Donc moi, je soutiens ce système. Ok, vraiment bravo. Vous avez eu un parcours vraiment admirable, hein, parce que Merci. vous dites que vous avez été excellente, toujours excellente dans vos études. Bon, et aussi, vous avez terminé dans les temps vos études, 23 ans pour 5 ans d'école supérieure. Moi, je dirais, franchement, c'est parfait. Merci beaucoup. Maintenant, Merci. oui, maintenant que c'est fini, j'imagine que vous travaillez alors. Ça fait 2 ans que vous avez fini. Exactement. Donc, je travaille depuis 2 ans. Donc, j'ai eu la chance de rentrer dans le marché du travail pendant la pandémie. C'était super. Mais oui, je travaille depuis à un petit point. Donc, donc, on fait travailler les enfants à l'école pour qu'ils aient un job plus tard. Donc, comme je viens de le dire, moi, je suis entrée en pleine pandémie dans le marché du travail et j'ai eu aucun problème, mais aucun problème à trouver du boulot qui est très bien rémunéré et en CDI. Donc, je pense que c'est le but de tout parent d'avoir un enfant bah, qui est indépendant, peu importe son grade, peu importe son salaire, peu importe, mais juste qu'il soit indépendant, qui ne galère pas trop, entre guillemets. Et malheureusement, aujourd'hui, le marché du travail en France fait que beaucoup de gens, même qui ont fait des très bonnes études, des bacs+5, etc., qui sont à l'université, galèrent pas mal. Donc, personnellement, ma filière ce que j'ai fait m'a permis, en fait, de rentrer dans le marché du travail sans aucun problème, à un salaire qui est très bon et à des missions qui sont aussi très intéressantes pour moi. Donc, voilà, c'est finalement l'enjeu et je pense que j'ai plutôt bien réussi pour ce début de carrière. Franchement, votre discours, enfin, je trouve ça admirable parce que là, vous avez fait des études sans difficulté, vous avez trouvé du travail sans difficulté. Si on vous entend, si on vous écoute, on pourrait penser, enfin, on devrait penser qu'en France, il n'y a pas de discrimination. Ah, Ça bah, donne envie de dire ça. ça donne envie de dire ça, en effet. Alors, moi, personnellement, j'ai eu, entre guillemets, la chance d'avoir eu un parcours qui est assez linéaire et assez bon. Autour de moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont des filles noires, qui ont aussi eu des parcours assez linéaires et sans difficulté, qui sont en médecine, qui sont futurs médecins, futurs cadres ou bien déjà en travail, ingénieurs, etc. Donc, il y a des difficultés en France, ça c'est clairement, il faut l'avouer. Mais je pense qu'il y a une grande différence entre quelqu'un qui va grandir en région, enfin en ville, en banlieue, en ville, et quelqu'un qui va grandir en province. Moi, personnellement, en province, je trouve que la dynamique bah, raciale, entre guillemets, est différente que quand on vient de banlieue parisienne. Je pense qu'en province, il y a beaucoup plus d'accès à de meilleurs établissements publics, hein, je ne parle pas de privé, dans le sens où, voilà, ce dont j'ai l'impression, c'est qu'en banlieue, donc pas forcément que parisienne, mais dans les grandes villes, les établissements un peu moins bien cotés, même publics, sont généralement dans les endroits un peu plus défavorisés. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est là où bah, la communauté africaine, c'est là où on nous retrouve. Donc, à partir du moment où l'enfant va dans un collège, lycée qui sont pas très, très bien cotés, ensuite, c'est compliqué de pouvoir le faire pousser dans des études supérieures plus longues. Donc, c'est pour ça que je pense que la discrimination commence dès là, en fait, dès le choix, en fait, de collège, lycée dans lequel on est affecté, qui peut réellement avoir un impact sur les études supérieures après. Donc, la discrimination, elle est là. Mais quand on est un bon élève, après, j'ai l'impression quand même qu'au niveau supérieur, moi, j'ai pas connu tant de discrimination que ça. D'accord. Donc, à mon avis, quand je vous entends, c'est comme si on peut encourager les parents africains de gagner, comment je peux dire, les provinces, hein, pour protéger un peu l'enfant de... Bah, vous savez quoi, vraiment, bah, moi, oui. De un, les provinces, et de deux, bah, je le vois beaucoup, et de plus en plus. Moi, personnellement, j'ai une amie
dont la mère est prof, qui me disait qu'il y a beaucoup de parents qui commencent à faire des dérogations pour que leurs enfants n'aillent pas dans certains collèges, dans certains lycées. Donc, les enfants, entre guillemets, européens demandent beaucoup, beaucoup de dérogations pour aller dans le lycée à 3 kilomètres à côté, qui est beaucoup plus coté, ou bien plus intéressant avec des gens, avec des enfants bien plus dynamiques que le lycée juste à 3 rues. D'ailleurs, moi, ma mère a fait ça. Quand j'étais au collège, pas pour le lycée, mais pour le collège, il y avait un collège à 3 rues de chez moi, qui malheureusement n'était pas forcément le meilleur collège, qui est d'ailleurs aujourd'hui un collège de zone prioritaire. Et elle a pris une dérogation pour me mettre dans un collège un peu plus loin. Donc, je prenais un peu plus le bus, je me levais un peu plus tôt. Donc, la raison, c'est parce que moi, je faisais une filière européenne au collège et donc, j'ai pu avoir la dérogation. Mais il y a beaucoup plus de raisons pour lesquelles les parents peuvent demander des dérogations. Mais moi, en tout cas, j'ai profité de ça et je pense que ça a été un facteur déterminant dans mon orientation. Ah, d'accord. Bon, en tout cas, vraiment, votre témoignage est très encourageant, franchement, et ça peut motiver certains parents à mieux encadrer leurs enfants. C'est ça. Merci. Maintenant, puisque vous êtes jeune, franchement, et que nous nous posons beaucoup de questions sur la jeunesse africaine en Occident, donc nous, on a la chance de vous avoir sous la main. Alors, qu'en est-il de comment vous menez, maintenant vous avez eu vos diplômes, vous travaillez, comment se passe votre vie maintenant au niveau personnel? Est-ce que vous faites des rencontres? Vous avez rencontré quelqu'un? C'est qui? Un occidental ou un africain? Comment vous vivez votre relation? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il y a une différence de vie entre occidental et africain? Alors là, c'est vrai que la vie, c'est pas seulement les études. Bon, moi, personnellement, c'est un point de vue personnel. Je suis actuellement, j'ai une très bonne vie sociale, hein, déjà. Beaucoup d'amis, que ce soit des collègues, que ce soit voilà, la famille, que ce soit, voilà, j'ai aussi un compagnon qui est donc africain, lui, que j'ai rencontré à l'école d'ailleurs. Quand je dis à l'école, c'est bon, dans mon école de commerce. Donc, comme beaucoup de mes camarades, j'ai rencontré mon amoureux en école. Et donc, ça se passe très bien. Donc, au niveau global de la vie, moi, personnellement, je vis, entre guillemets, une bonne petite vie d'occidentale bien rangée. Je vais au boulot, je rentre, je vais faire des brunchs avec mes amis. Enfin, bref, des choses de ma génération, quoi. Je ne sais pas s'il y a une vraie différence entre les occidentaux, les blancs, entre guillemets, et les noirs, entre guillemets, dans le sens où je pense que ma vie ressemble beaucoup à celle de toutes mes collègues qui sont blanches dans le sens où on fait toutes un peu les mêmes choses, on s'habille dans les mêmes endroits, etc. Donc, la vie, en fait, finalement, elle est déterminée par la classe sociale et le revenu dans lequel on se situe après ses études, quoi. Donc, est-ce que c'est vraiment une histoire d'Africain ou de pas Africain? Non, je pense que c'est plus une histoire de classe sociale et de combien on gagne, et où est-ce qu'on habite, etc., etc. Donc, c'est plus ça qui est déterminant que de notre origine. En tout cas, merci. Et moi, je suis une dame qui évolue beaucoup dans les réseaux sociaux, vous savez. Et, Mhm. et dans les réseaux sociaux, enfin, j'évolue beaucoup dans TikTok, par exemple, et puis YouTube. Donc, Oui, j'entends les jeunes parler de 50-50 quand on est en oui. couple. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Alors moi, je l'ai vu, 50-50, c'est dans le sens où l'homme et la femme partagent tout, que ce soit les tâches, que ce soit l'argent, en moitié-moitié, c'est ça? Oui, je crois que c'est dans ce sens-là, oui. Oui, mm, du coup, c'est quoi votre question par rapport à ça? Euh, est-ce que vous comprenez ce que c'est que les 50-50 et comment vous l'appréhendez? Est-ce que vous le vivez dans votre couple? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que c'est comme ça que vous comptez planifier votre vie en tant que jeune? Est-ce que c'est le futur de la jeunesse aujourd'hui? Alors, moi, je pense même pas que ce soit le futur, je pense que c'est le présent de la jeunesse, honnêtement. Euh, ou bien le présent même de beaucoup de couples, hein, même un petit peu plus âgés que nous. Euh, donc oui, non, moi personnellement, aujourd'hui, je pense être plutôt 50-50 avec mon compagnon, honnêtement. Après, on ne compte pas forcément dans les tâches de tous les jours, mais dans tout ce qui est en tout cas dépenses de vie, oui, ça c'est sûr, on est à 100% 50-50. Est-ce que c'est un modèle sur lequel que j'aimerais répliquer plus tard, du moins en avançant dans la vie, en ayant des enfants? Oui. Je pense que c'est un modèle qui marche, mais surtout, en fait, 50-50, c'est pas une histoire de 50-50. Par exemple, le loyer de 800 euros, on va payer 50-50. C'est si moi, je gagne
beaucoup moins que mon compagnon, bah, je participe à la hauteur, quoi. C'est pas l'égalité parfaite, c'est plus de l'équité. Donc, euh, donc oui, c'est un modèle que moi, personnellement, j'applique, mais sans forcément trop y penser, quoi. C'est pas quelque chose que j'ai théorisé dans ma tête pour ensuite appliquer à mon couple. Mhm. Franchement, en tout cas, vous faites partie de l'excellence. Hein, quand, franchement, j'ai eu la chance de tomber sur vous. Merci vraiment d'être venu nous partager votre expérience. Hein. Non, pas de souci. Parce J'ai que, entendu parler de cela avec une amie, elle m'a dit bah, pourquoi pas participer, donc voilà quoi. en tout cas, merci. Franchement, merci. Et est-ce que vous avez quelque chose à nous ajouter? Bah écoutez, s'il y a un peu plus de monde dans quelques temps, je serais absolument ravie de répéter mon parcours et aussi quand il y aura plus de gens, peut-être parler un peu plus des astuces que moi j'ai un petit peu dégotées au fur et à mesure de ma carrière entre guillemets scolaire pour pouvoir en fait donner à l'enfant. Non, mais vous savez, je suis débutante dans YouTube, donc je n'ai pas encore je n'ai pas encore vraiment beaucoup d'abonnés qui me suivent. Donc, je fais des vidéos que je mets dans YouTube et après, il y a des gens qui regardent. Mais pour l'instant, ils ne viennent pas encore quand je fais des lives. Donc, vous pouvez nous donner vos astuces et ils verront plus tard. Ok, ok, d'accord. Alors je vais juste m'absenter pendant 2 petites minutes parce que je suis dehors et il faut que je rentre pour dans un endroit un peu plus calme parce que je pense que là vous entendez beaucoup de bruit autour de moi. D'accord. Ben, À je tout de vous suite. remercie. Oui, à tout de suite. Oui. Bonjour, Grace Eboué. C'est un plaisir de vous savoir parmi nous. Si vous voulez aussi, vous pouvez faire une demande juste pour combler notre temps en nous donnant quelques informations dont peut-être vous avez connaissance. Ce serait vraiment un plaisir de vous recevoir, Grace Eboué. Voilà, vous avez entendu mademoiselle Janie. Donc, vous avez entendu son expérience. Franchement, c'est une expérience qui donne envie d'être répliquée. Franchement, c'est admirable. Elle nous a dit qu'elle revient dans quelques minutes parce qu'elle est dans un endroit où il y a beaucoup de monde. Donc, elle revient nous partager les astuces, comment elle a fait pour progresser, pour avoir un parcours aussi nickel, jusqu'à avoir un compagnon qu'elle a rencontré en plus à son école, enfin à la grande école, comme elle a dit. Et aujourd'hui, ils sont toujours ensemble. Et elle a dit compagnon. Donc, compagnon, c'est quand on vit ensemble, je pense. Donc, franchement, c'est admirable. Bravo, mademoiselle Jenny. Voilà, donc c'est un plaisir. S'il y a quelqu'un qui veut monter, franchement, pour venir partager leur expérience, ce serait vraiment super. Alors, Phoenix, est-ce que tu es toujours parmi nous? Est-ce que tu es toujours là? Tu peux monter aussi. Peut-être que tu fais partie des jeunes, peut-être que tu fais partie des parents. Ce serait vraiment super de venir nous partager ton expérience. Alors je suis de retour Ah personnellement. oui, Hum, alors les deux trois petites astuces dont je parlais. Donc ça c'est vraiment des choses voilà qu'on ne dit pas forcément. Que je pense que si des profs sont là ou si des directeurs d'école sont là, ils vont crier parce qu'ils vont se dire que c'est pas du tout vrai. Mais donc voilà, aujourd'hui, le système français est fait de telle sorte qu'il y a, pour moi, en fait, quand un élève est bon, on peut le pousser. Et quand un élève est un peu plus mauvais, tout à l'heure, on parlait de discrimination, surtout quand il n'est pas blanc, je suis désolée de le dire, mais bah, parfois, il est un petit peu poussé vers le bas. Mon premier astuce, je sais que c'est un petit peu facile à dire, mais s'assurer toujours que toujours essayer de défendre son enfant, quoi. Par exemple, dans les conseils de classe, si vous pouvez être présent pendant les réunions parents-prof, si vous pouvez être présent en tant que parent d'élèves. Les parents d'élèves font beaucoup pour les enfants. J'ai été déléguée plusieurs fois et comment vous dire qu'il y a des enfants qui devaient parfois redoubler ou des enfants qui devaient ne pas passer en filière générale et les parents d'élèves qui sont amis avec d'autres parents ont pu plaider le cas de l'élève en question qui finalement est passé à la classe supérieure. Donc, des choses comme ça, soit être parent d'élève, soit être représentant de parents d'élèves, excusez-moi, soit être ami avec les représentants de parents d'élèves, ça aide, ou bien plaider le cas de son enfant lors des réunions parents-prof, c'est aussi super important de suivre ce qu'ils font. Là, ça peut paraître un petit peu,
voilà, basique, mais il y a certains parents qui ne le font pas, donc voilà. Ben justement, parce que c'est un côté qu'on reproche beaucoup aux parents d'élèves africains. Ils n'assistent pas aux réunions, presque pas aux réunions. Ils sont absents dans toutes les convocations, presque toutes les convocations. Ils ne sont pas actifs au niveau scolaire. Et franchement, c'est ton ça. astuce, ils devraient vraiment l'écouter. C'est, Lino, c'est, c'est... Ouais. Ensuite, mon deuxième astuce, là, c'est plus à partir du collège. Donc, je pense que vraiment, je pense que la différence entre les élèves commence à se faire à partir du collège. Hein. Avant, bon, ça compte pas vraiment, c'est la primaire, mais ça compte pas vraiment. C'est plus un état d'esprit pour apprendre à l'enfant à travailler et à se donner un peu à l'école. Mais à partir du collège, l'astuce que moi j'aurais, c'est de mettre l'enfant dans des classes d'allemand ou d'italien ou toute autre langue que l'espagnol. Alors, je sais que c'est un conseil un petit peu qui peut-être va faire crier certains profs ou certains parents ou certains mêmes élèves. Mais en fait, la logique est très simple. C'est que dans les classes d'allemand, généralement, les élèves dans les classes d'allemand ont en moyenne de très bonnes notes, beaucoup plus que les élèves dans les classes, dans les autres types dans les autres types de langues. Ce qui fait qu'en fait, lorsque les classes sont mises en place, lorsque les classes sont créées, les élèves qui font des options telles que de l'allemand vont se retrouver tous dans une même classe. Ce qui fait qu'il y a une dynamique qui va être très, très, très positive en fait pour l'enfant parce qu'il va se retrouver dans une bonne classe et donc du coup, bah, il va être entre guillemets bah, même s'il est le moins bon, bah, il sera le moins bon des meilleurs plutôt qu'être le moins bon des moins bons, quoi. Donc, mettre son enfant en allemand, j'ai conseillé à une de mes tantes qui a mis son enfant en classe d'allemand, qui est entré en sixième ou en cinquième. Et l'enfant n'aime pas l'allemand. Mais moi non plus, j'ai pas aimé l'allemand. Mais au moins, ça m'a permis d'être toujours dans les meilleures classes. Donc, ça, c'est super, super important. En tout cas, moi, je le recommande. L'allemand, je crois que ça commence en cinquième. Oui, la deuxième langue, c'est donc qu'ils préfèrent l'allemand, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, en tout cas, je le recommande pour pouvoir avoir accès aux meilleures classes. Parce qu'encore une fois, les classes ici Alors, entre guillemets, il y a eu des lois hein, pour essayer de dissuader les directeurs et les profs de faire des classes de niveau. Mais en réalité, la réalité, c'est que sur le terrain, les classes sont beaucoup de niveaux parce que bah, quand on met les élèves avec tout plein d'options dans la même classe, bah, c'est des élèves qui sont très bons et donc forcément bah, qui vont avoir un niveau meilleur que les autres classes. Donc ça, c'est première astuce. Donc, en parlant d'allemand, moi, je recommande aussi, bon, en fonction de l'intérêt de l'élève, bien entendu, de tout ce qui est latin et grec. Je sais encore une fois que ce sont des options que les élèves n'aiment pas forcément, mais encore une fois, ça peut faire de l'allemand ou du latin ou du grec ou les trois. Ou si vous avez les trois, bah, ça permet en fait, encore une fois, d'être assuré d'être dans une très bonne classe pour l'enfant. Et encore une fois, ça commence tout ça en, au collège. Ouais. Allemand, grec, il attend, je sais plus peut-être, mais oui, en tout cas, je crois que certaines de ces options. Une troisième option ou une quatrième option qui peut être assez intéressante, c'est l'option européenne. Donc, il y a des options européennes anglais et des options européennes allemand. On détecte très bien les très bons collèges quand ils ont des options européennes anglais ou allemand, ou espagnol d'ailleurs. Donc, on détecte très bien les bons collèges parce que ceux qui n'ont pas ce type d'options, généralement, bah, les collèges qui ont un peu moins de fonds bah, pour avoir des profs qui sont disponibles pour ce genre d'options. Donc, je recommande vivement les classes européennes, soit anglais, soit allemand, pour les enfants. Donc, européenne, moi, j'ai fait anglais personnellement. C'est très bien, c'est de l'anglais en plus. Généralement, les enfants, surtout de notre génération, aiment beaucoup l'anglais. Et aussi, ça permet d'avoir des voyages, de faire des voyages et encore une fois, de se retrouver dans les meilleures classes. Parce que cette option-là, moi, je l'ai continuée jusqu'en terminale. Donc, c'est une option qu'on prend très, très tôt, mais elle nous lâche pas, en fait, cette option-là. Donc voilà. Donc, du coup, on devient meilleur, en fait, dans cette option-là, puisque c'est Bah, la même tout le long de la scolarité. c'est ça. En fait, ce qui se passe, en fait, enfin, moi, en tout cas, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai choisi j'ai choisi de l'allemand, j'ai choisi de l'européenne, et en fait, on se retrouve avec les mêmes classes. Enfin, en fait, au lycée, au collège, j'avais exactement la même classe pendant 3 4 ans, parce que j'avais les mêmes options, et donc forcément, on se retrouve avec les mêmes élèves, qui sont de très, très, très bons élèves. Et ensuite, au lycée, on se retrouve aussi pendant 3 ans, moi, j'ai fait le lycée avec la même classe, qui était aussi une des meilleures classes de mon lycée, qui avait les meilleures notes, et qui ensuite a eu les meilleures orientations post-bac. Grâce à ces options-là et grâce au fait que j'avais aussi des bonnes notes dans ces options. Donc, faire qu'un enfant, plutôt qu'avoir un enfant qui n'a aucune option, qui fait une langue un petit peu basique, autant le forcer, entre guillemets, à voir qu'il y a mieux que lui pour essayer d'aller encore
au-delà de ses capacités, entre guillemets, sans que ça rentre dans un esprit de compétition, bien entendu. Oui. Mais dites-moi, comment vous avez fait pour être meilleur, toujours meilleur dans vos études? Parce que c'est une question que j'ai ratée là à vous poser au départ. Euh, Comment vous avez fait? alors moi, j'étais pas forcément toujours la meilleure des meilleures, mais j'ai toujours eu des plutôt très très bonnes notes. Euh, euh, Honnêtement, je sais pas. Je pense que l'intérêt déjà naturel, pour moi en tout cas, je sais que c'est un peu une réponse décevante, mais c'est pas tous les élèves qui l'ont. L'intérêt naturel de juste juste avoir des bonnes notes, et aimer juste travailler. Et puis, je pense une appétence un peu naturelle à apprendre. Après, comment aussi faire en sorte que l'enfant aime travailler, aime lire, aime aller à l'école, ce genre de choses-là. Malheureusement, je suis pas parent, donc je n'ai absolument aucune idée. Moi, ce que je vois souvent, c'est que les enfants qui voient leurs parents être un peu intellectuels, lire, faire des choses un peu d'intellectuel, faire des sorties au musée, ce genre de choses-là, ils se retrouvent à être naturellement intéressés par les sujets qu'on discute à l'école, etc. Tandis que les parents qui ne poussent pas vraiment leurs enfants à aller au musée ou bien à faire des sorties, je sais pas, même en forêt, peu importe, ils se retrouvent un petit peu plus fermés aux enseignements qui à l'école, qui sont censés justement ouvrir encore plus les méninges des enfants. Donc, si en tant que parent, pour moi, c'est vraiment essayer de mener par l'exemple, lire un petit peu devant les enfants, les emmener au musée, des trucs d'enfants comme ça leur permet d'être un peu ouverts, quoi. Oui. En fait, moi, j'ai ma fille, elle a une sœur aînée, hein, de par son père, elle a une sœur aînée. Et moi, je savais pas trop comment on encadre les enfants en France parce que je venais d'arriver. Mais mes enfants, leur sœur aînée a passé le temps à leur acheter des livres depuis l'âge de 1 an. Hein. Mhm, Quand elle avait 1 an, elle a commencé à acheter des petits livres de dessins, de machins. Et au oui. fur et à mesure que ses petits frères et sœurs grandissaient, elle a continué de leur acheter les livres et tout ça, les Mhm, tomes, comment on les appelle. Enfin, j'ai oublié les noms, mais j'ai vu tous ces livres-là. Elle achetait carrément toute la gamme des, mhm, des auteurs. Et puis, les enfants ont pris goût à lire et mhm, particulièrement ma fille, elle alors, elle lisait tout le temps. J'ai même l'impression qu'elle arrivait à lire dans l'obscurité. Hein. Et, et quelque part, elle est quand même bonne aussi, ma fille. Elle est aussi bonne dans les études. Et je me dis que ça a beaucoup contribué peut-être le fait qu'elle ait aimé lire et plus tard, elle a pris goût peut-être à apprendre, toujours en train d'apprendre peut-être. Hein. mhm. Oui, Donc, oui, oui. c'est vrai que oui, la lecture peut aider aussi hein, à partir de tout. Mhm. Oui, Juste comme on disait, juste pour donner à l'enfant le c'est goût ça. d'apprendre, le goût de lire. Voilà. C'est ça. Après, moi, personnellement, enfin, voilà. Donc, mener par l'exemple, donner à l'enfant le goût d'apprendre, le goût de lire. Et puis, bon, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants, en fait, ils aiment aussi faire plaisir à leurs parents dans le sens où, voilà, ils répliquent un petit peu ce que leurs parents font, mais à leurs frères et sœurs à côté, comme vous avez dit pour votre fille. Donc, du coup, je pense que ça, c'est vraiment un vecteur assez puissant, en fait. Après, moi, encore une fois, je ne saurais pas dire pour les élèves qui sont vraiment récalcitrants à l'école, qui n'aiment vraiment pas ça, qui, voilà, n'écoutent pas, etc., etc. Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour des élèves qui sont à peu près neutres ou bien qui ont un intérêt pour l'école déjà et qui vous aimeraient juste appuyer, je pense que mener par l'exemple, c'est le principal. Donc ça, c'est Oui. un de mes conseils. Après, un dernier petit conseil que j'aurais pour les... Ça, c'est plus pour le bac. Donc moi, personnellement, pour le bac, j'avais, je crois, 2 ou 3 options. Donc, je sais pas si ça se fait encore, mais en tout cas, moi, pour mon bac, j'avais donc le bac normal, donc les épreuves du bac scientifique normal. Et ensuite, en plus de ça, j'avais une langue en plus et l'option européenne en plus, ce qui a fait que ça m'a rapporté beaucoup de points au bac et j'ai pu atteindre une mention très bien grâce à ces options-là, en fait. Ce qui fait que ça rajoute des points, en fait, et ça augmente la moyenne, parce que c'est souvent des options assez faciles. Bon, moi, j'avais des amis qui avaient des options nage, des options danse, des options musique. Je crois que j'avais une amie qui avait au moins peut-être 4 ou 5 options comme ça, juste parce que faisait une petite langue en plus, ou un instrument, ou 2 instruments. Et donc, du coup, ça fait que ça augmente la moyenne au bac et ça permet aussi d'avoir une très bonne note au bac ensuite pour l'enfant. Donc, c'est aussi une petite astuce. Donc, ça, c'est plus vers la fin du parcours. Mais voilà.
D'accord. Ouh là là, il faut être informé, hein, franchement. Il faut être informé. Ouais, c'est des choses qu'on ne nous dit pas du tout. C'est des choses qu'on ne Ouais, nous dit pas. oui, Donc, oui. À ça, en tout cas, merci. J'espère que les parents vont vraiment regarder cette vidéo et j'espère franchement que, en tout cas, il y a beaucoup d'expériences dont vous nous racontez et j'espère vraiment que ça pourrait aider beaucoup de gens en matière d'orientation. j'aimerais aussi juste ajouter un dernier petit truc. Ça, c'est plus pour. Donc, ça, mes premiers conseils étaient plus pour les petites classes du collège, du lycée. Mais ensuite, en post-bac, j'aimerais juste dire aussi aux parents de ne pas forcément paniquer si leurs enfants ne font pas forcément des filières auxquelles ils se seraient attendus. Parce que ici en France, bon, heureusement, il y a beaucoup de passerelles dans les différentes filières de 1. On permet aussi aux élèves, aux enfants, bah, ils ont 18 ans de se tromper, donc de pouvoir changer de licence ou bien de master. Et aussi, c'est pas parce qu'ils ont fait une filière qui n'est. Moi, j'ai fait une classe préparatoire, mais il y a des gens dans mon école de commerce qui ont pu faire des concours qui venaient d'université ou bien d'autres écoles qui ont fait des concours de passerelle pour pouvoir accéder à mon école de commerce et qui ont aujourd'hui le même diplôme que moi, les mêmes types de métiers que moi et le même salaire que moi. Donc, c'est pas parce que l'enfant ne va pas forcément dans les classes préparatoires ou ce genre de choses-là qu'il est forcément, il n'est pas forcément dans la bonne filière. Donc, ne paniquez pas et sachez qu'il y a toujours des passerelles dans les différentes, dans ce que les enfants font et qu'il y a beaucoup de métiers dont on s'imagine pas du tout, qui sont aussi très, très bons pour les enfants, quoi. Donc voilà. Donc, quelque part, l'enfant aussi, quand il est déjà quand même assez conscient, c'est aussi à lui d'aller se renseigner. Parce que nous, les parents, C'est franchement, ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Bah, oui, c'est beaucoup à lui d'aller se renseigner. Et puis aussi, je pense que, enfin, après, moi, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Peut-être avoir, je sais pas si ça dépend des types de parents. Il y a des parents qui ont des professions intermédiaires, d'autres qui sont cadres, d'autres qui ont des professions bah, plus scientifiques ou peu importe. Essayer de d'ouvrir un peu les méninges aux enfants sur ce que c'est que la réalité du monde du travail et ce qu'ils vont vraiment faire. Parce que moi, je vais pas vous mentir, si au lycée on m'avait dit que j'allais faire le métier que je faisais aujourd'hui, je pense que j'aurais pas trop compris. Euh, c'est pas vraiment des choses dont on parle. On parle des métiers parfois un peu plus manuels entre guillemets, dont on sait identifier les activités. Mais moi, mon métier consultant en stratégie, bon, vous dites ça à un élève de première ou terminale, il sait pas trop ce que c'est. Donc, essayez aussi de, bah, si vous trouvez des gens autour de vous pour leur parler des métiers des différents métiers qui existent, ça peut aussi être aussi leur ouvrir, ouvrir l'esprit sur les différents types de choses qu'ils peuvent faire. mhm. C'est vrai que pour ce sujet, j'aurais aimé avoir vraiment des personnes hein, qui viennent témoigner quand même, comme tu dis, Janie, sur leur métier, sur leur expérience, comment ils ont fait leurs études et tout. Malheureusement, j'ai pas assez de personnes. En tout cas, à vous seul, moi, je peux vous dire, à vous seul, vous remplissez 100 cases. Hein, pour la... Merci. Merci beaucoup. Oui, parce que franchement, vous avez été excellente et, dans votre parcours et cette excellence, enfin, nous devons tendre vers cette excellence et je pense que le chemin nous est montré là avec vous. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être passé, Janie, et c'est la fin c'est la fin du live. Et franchement, je suis contente de ce live, même s'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont venues, mais franchement, je suis contente. Ouais. Merci beaucoup, Janie. Merci à vous. J'espère vous revoir bientôt dans d'autres lives. Avec plaisir. Oui. Voilà, chers parents, chers amis, chers frères et sœurs, vous venez d'écouter un témoignage édifiant. Et franchement, seulement ce témoignage-là à lui seul nous donne déjà beaucoup de courage, beaucoup d'espoir pour nos enfants. Ce témoignage-là nous dit que beaucoup de choses sont possibles, qu'il ne faut pas toujours s'arrêter sur les inconvénients que l'on entend ou que les quelques inconvénients qu'on a vécus. Il faut essayer d'aller au-delà, de pousser les portes parfois de force. Et Janie nous a indiqué beaucoup d'astuces pour pouvoir, pour que l'élève puisse s'en sortir et avoir de bonnes notes et accéder dans les meilleures écoles, dans les meilleures filières. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir écouté et je vous dis à bientôt.